Le Comte de Monte Cristo, d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 27e épisode, Le Pacha de Janina. Après les funérailles de Madame de Saint-Méran, qui se déroulent le 25 juin 1838, et au moment où il va être enfin procédé à la signature du contrat de mariage, le vieux Noirtier de Villefort exige de voir Franz d'Épinay. Il s'agit, a-t-il fait savoir, d'affaires importantes. Le vieil homme, paralysé et muet, peut-il encore venir en aide à sa petite fille et empêcher ce mariage auquel l'a contraint son père? C'est vous qui êtes monsieur Franz de Quesnel, baron d'Épinay? Oui, monsieur. Je dois vous prévenir, monsieur, et cela de la part de monsieur de Villefort, ici présent, que votre mariage projeté avec mademoiselle de Villefort a changé les dispositions de monsieur Noirtier envers sa petite-fille, et qu'il aliène entièrement la fortune qu'il devait lui transmettre. Monsieur, je suis fâché qu'on ait devant mademoiselle Valentine soulevé pareille question. Je ne me suis jamais informé du chiffre de sa fortune. Ce que ma famille a recherché dans l'alliance de monsieur de Villefort, c'est la considération. Ce que je recherche, c'est le bonheur. Ce testament inattendu n'a rien qui doive personnellement vous blesser. Il s'explique par la faiblesse d'esprit de monsieur Noirtier. Et ce qui déplaît à mon père, ce n'est point que ma fille vous épouse, c'est qu'elle se marie. La vieillesse est égoïste. Et Valentine faisait à son grand-père une fidèle compagne que ne pourra plus lui faire madame la baronne d'Épinay. Que voulez-vous, baroin? Messieurs, monsieur Noirtier de Villefort désire parler sur le champ à monsieur Franz Quesnel, baron d'Épinay. C'est impossible. D'ailleurs, monsieur d'Épinay ne peut quitter le salon en ce moment. C'est justement en ce moment que monsieur Noirtier, mon maître, désire parler d'affaires importantes à monsieur le baron d'Épinay. Il parle donc à présent, bon papa Noirtier? Toi, voyons. Bon, mais dites à monsieur Noirtier que ce qu'il demande ne se peut pas. Alors, monsieur Noirtier prévient ces messieurs qu'il va se faire apporter lui-même au salon. Valentine, allez un peu savoir, je vous prie, ce que c'est que cette nouvelle fantaisie de votre grand-père. Oui, père. Pardon, monsieur. Il me semble que puisque c'est moi que monsieur Noirtier fait demander, c'est surtout à moi de me rendre à ses désirs. D'ailleurs, je serais heureux de lui présenter mes respects, n'ayant point encore eu l'occasion de solliciter cet honneur. Je vous suis, mademoiselle. Et moi, je vous accompagne. Et à la fin, expliquez-vous, d'Épinay. Vous êtes sorti chez les Villefort, bouleversé et muet. Que s'est-il passé lors de votre entrevue avec monsieur Noirtier? Mon cher Franz, si je puis vous être de quelque utilité... Merci, mes bons amis. Oui, vous avez droit à la vérité. Même si cette vérité est difficile à dire. Il y a que je ne suis plus fiancé à mademoiselle de Villefort. Que dites-vous? Ce mariage est impossible. Et monsieur Noirtier me l'a fait cruellement comprendre. Franz, dites-nous. Promettez-moi tous deux... Non. Votre amitié est un gage suffisant de votre discrétion. Voilà. Monsieur Noirtier, en présence du procureur et de sa fille, m'a fait remettre des papiers que j'ai pu lire. Il y était question de mon père. Il s'agissait d'extraits de procès-verbaux d'une séance du club bonapartiste de la rue Saint-Jacques, tenue le 5 février 1815. Il faut que vous sachiez que c'est ce jour-là qu'on a tué mon père. Une lettre, venue de l'île d'Elbe, recommandait le général Quesnel à la bienveillance des membres du club. On avait donc amené mon père à la réunion les yeux bandés, et une fois là, on lui ôta son bandeau. Mais je croyais votre père royaliste. C'est vrai. Mais la lettre de l'île d'Elbe
avait abusé les membres du club qui évoqueront devant le général le retour probable de Napoléon. Une autre lettre devait suivre, apportée par un bâtiment, le Pharaon, appartenant à l'armateur Morel, de Marseille. Morel? Tiens. On demanda à mon père des assurances de sa fidélité à l'ex-empereur. Il refusa. Le président de la Réunion lui demanda alors de donner sa parole de ne rien révéler de ce qu'il venait de voir et d'entendre. On le menaça de mort en cas de refus. Ce fut en pensant à moi qu'il accepta finalement de prêter serment. Puis, de nouveau, les yeux bandés, on le reconduisit. Mais sa mort... J'y arrive, Albert. Durant le retour en voiture, une altercation éclata entre mon père et les 3 hommes qui le raccompagnaient. Ils s'arrêtèrent au bord de la Seine. C'était la nuit. On alla chercher une lanterne dans un bateau. Et c'est à la lueur de cette lanterne que le président du club et le général se battirent. Mon père passait pour une des meilleures lames de l'armée. Et cependant, ce fut son adversaire qui, bien que blessé à 2 reprises, l'emporta. Quelques minutes plus tard, mon père expirait et les 2 témoins jetèrent son cadavre dans le fleuve. On devait le retrouver le lendemain. Je ne comprends toujours pas. Attendez, Albert. Je suppose que le plus important reste à venir. Le nom du président du club qui tua le général Quesnel. C'est bien cela, n'est-ce pas, D'Épinay? Oui. Le nom de ce président? Monsieur Noirtier de Villefort, père du procureur du roi, grand-père de Valentine. Oh. Vous comprenez bien que je ne pouvais pas épouser la petite fille de l'homme qui a tué mon père. « 26 juin 1838, chez les Danglars. Monsieur Cavalcanti, est-ce que ces demoiselles ne vous ont pas invité à faire de la musique avec elles? Hélas, non, baron. Oh! Eh bien, Eugénie, et vous, ma chère Louise, nous sommes donc exclus, nous autres? Venez, mon cher. Venez donc prendre part à ce petit concert. Dirait-on, comte, que mon mari a perdu ce matin dans une faillite milanaise près de 400 000 francs. Monsieur Danglars connaît si bien la bourse qu'il rattrapera là ce qu'il pourra perdre ailleurs. Je vois que vous partagez l'erreur commune. Sachez que le baron ne joue jamais en bourse. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle que monsieur Debray m'a dit... Tiens, à propos, que devient donc monsieur Debray? Il y a plusieurs jours que je ne l'ai aperçu. Moi aussi. Mais vous disiez que monsieur Debray... m'a confié que c'était vous qui sacrifiez au démon du jeu. J'ai eu ce goût pendant quelque temps, mais je ne l'ai plus. Vous avez tort, madame. Les chances de la fortune sont précaires. Et si j'étais femme de banquier, je commencerais par m'assurer une fortune indépendante. Dussé-je acquérir cette fortune en mettant mes intérêts dans des mains qui lui seraient inconnues? Monsieur de Monte Cristo... Tenez, on parle d'un beau coup qui a été fait hier sur les bons de Naples. Je n'en ai pas. Ah, mais c'est assez parlé de bourse. Nous avons l'air de 2 agents de change. Parlons un peu de ces pauvres de Villefort, si tourmentés en ce moment par la fatalité. Oh, que leur arrive-t-il donc? Après avoir perdu monsieur de Saint-Méran, ils ont encore perdu la marquise. Ah oui, j'ai appris cela. Mais ce n'est pas tout. Ils allaient marier leur fille à Franz d'Épinay. Et voilà qu'hier matin, le baron leur a rendu leur parole. Oh, vraiment? Et connaît-on les causes de cette rupture? Non. Et monsieur de Villefort, comment accepte-t-il tous ces malheurs? Comme toujours, en philosophe. Charmant jeune homme, n'est-ce pas, comte? Que le prince Cavalcanti. Seulement, est-il bien prince ou vicomte? Je n'en réponds pas.
Mais si M. de Morcerf venait par hasard, il trouverait M. Cavalcanti dans une chambre où lui, fiancé d'Eugénie, n'a jamais eu la permission d'entrer. Vous faites bien de dire par hasard. On le voit si rarement que ce doit être en effet le hasard qui nous l'amène. Au bal de sa mère, il a dansé une seule fois avec ma fille, sans même remarquer que M. Cavalcanti dansait 3 fois avec elle. Monsieur le vicomte Albert de Morcerf. Que vous disais-je? Laissez donc. Je vous présente mes hommages, Madame la Baronne. Vicomte. Mes respects, Monsieur Danglars. Bonsoir. Comte. Bonsoir, mon cher ami. Voulez-vous me permettre, Madame, de vous demander comment se porte Mademoiselle Danglars? Fort bien, monsieur. Elle fait en ce moment de la musique dans son petit salon avec Mademoiselle Darmille et M. Cavalcanti. C'est exquis. C'est une chose si délicieuse que de jouir de la musique d'un peu loin, sans être vu, sans voir et par conséquent, sans gêner le musicien qui peut ainsi se livrer à tout l'instinct de son génie ou à tout l'élan de son cœur. Eh bien, comte, que dites-vous de notre amoureux? Il me paraît froid, c'est incontestable. Mais vous êtes engagé. Sans doute, mais engagé à donner ma fille à un homme qu'il aime. S'il était riche encore, on passerait par là-dessus. Ma foi, je n'ai pas consulté ma fille, mais si elle avait bon goût... Monsieur de Morcerf est un jeune homme charmant. Il rendra votre fille heureuse. Et il arrivera tôt ou tard à quelque chose. La position de son père est excellente. Il y a toujours le passé. Ce passé obscur. Mais le passé du père ne regarde pas le fils. Si fait. Il y a quelques semaines, vous trouviez excellent de faire ce mariage. Vous comprenez, je suis désespéré, moi. C'est chez moi que vous avez rencontré ce jeune Cavalcanti. Que je ne connais pas, je vous le répète. Ah, je le connais, moi. Cela suffit. Il est riche, d'abord. Je ne l'assure pas. Vous répondez de lui, cependant. De 50 000 livres. Une misère. Il a une éducation distinguée. Comte, vous n'êtes pas juste pour ce jeune homme. Ah, je vois avec peine, connaissant vos engagements avec les Morcerf, qu'il vienne ainsi se jeter en travers et abuser de sa fortune. Oh, que vous êtes puritain. Mais cela se fait tous les jours dans le monde. Mais les Morcerf comptent sûrement sur ce mariage. Alors qu'il s'explique. Tenez, comte, vous devriez glisser 2 mots de cela au père. Vous qui êtes si bien dans la maison. Moi? Mais où diable avez-vous pris cela? À leur bal. La comtesse, la fière Mercédès, qui daigne à peine ouvrir la bouche à ses plus vieilles connaissances, vous a pris par le bras, est sortie avec vous dans le jardin, et n'a reparu qu'une demi-heure plus tard. Alors, vous chargez-vous de parler au père. Volontiers, puisque vous le désirez. Qu'est-ce que c'est? Son Excellence m'avait demandé de la prévenir dès que le courrier de Grèce serait arrivé. Ah, bien. Vous avez entendu, comte? Mon courrier de Grèce est arrivé. Je vais voir cela. À tout de suite. Je vous en prie. Allons, mesdemoiselles, assez de musique comme cela. Venez prendre le thé avec Monsieur de Morcerf. Viens, Louise. Mademoiselle. Monsieur. Comte, nous nous en irons ensemble, n'est-ce pas? Oui, si vous voulez. Que voulait dire le baron avec son courrier de Grèce? Mais comment voulez-vous que je le sache? Parce que je présume que vous avez des intelligences dans le pays. Le voilà qui revient. Je crois qu'il veut vous parler. Je vous laisse avec lui. Je vais faire compliment à Mademoiselle Danglars sur son camé.
Vous m'avez donné un excellent conseil. Et il y a toute une histoire horrible sur ces deux mots, Fernand et Janina. Ah, bon. Je vous conterai cela. Mais emmenez le jeune homme. Je serais trop embarrassé de rester maintenant avec lui. Comptez sur moi. Mais faut-il toujours que je vous envoie le père? Plus que jamais. Comment trouvez-vous que j'ai joué mon rôle? À quel propos? Mais à propos de l'installation de mon rival chez M. Danglars, M. Andrea Cavalcanti. Vous croyez qu'il fait sa cour? Oh, je vous en réponds. Il aspire à la main de la fière Eugénie. Et qu'importe si l'on ne pense qu'à vous. Allons donc, on me rudoie de tous côtés. Je gage qu'avant 8 jours, le baron Danglars m'aura fermé la porte au nez. Oh, vous vous trompez. Il m'a chargé de prier monsieur votre père de faire une démarche définitive. Vous ne ferez pas cela. Et si, puisque j'ai promis. Je tiens à être bien avec tout le monde. Mais dites-moi, on ne voit plus Debray chez la baronne. Y a-t-il de la brouille? Oui, avec monsieur. Ah, il s'est donc aperçu de quelque chose. À la bonne plaisanterie. Quelle cause alors a pu brouiller Danglars et Lucien Debray? Je ne suis pas initié. Quand monsieur Cavalcanti fils sera de la famille, vous lui demanderez. Vous êtes voué à la musique ce soir. Vous n'échappez au piano de mademoiselle Danglars que pour tomber dans la Gutzfla d'Haïdé. Haïdé, quel adorable nom. Il y a donc des femmes qui s'appellent Haïdé. Certainement. Haïdé est assez commun en Albanie et en Épire. Même pour une princesse. Mais comment une princesse peut-elle devenir esclave? Car vous m'avez bien dit... Les hasards de la guerre. Les caprices de la fortune. Et son nom est un secret? Non, pas pour vous, qui êtes de mes amis et qui vous tairez. Vous connaissez l'histoire du pacha de Janina? Ali Tebelin. C'est à son service que mon père a fait fortune. Ah, c'est vrai, je l'avais oublié. Eh bien, Haïdé est la fille d'Ali Pacha et de la belle Vassiliki. Un jour que je passais sur le marché de Constantinople, je l'ai achetée. Mon cher comte, présentez-moi à votre princesse. Volontiers. Mais à 2 conditions. La première, c'est que vous ne confierez jamais à personne cette présentation. La seconde, c'est que vous ne lui direz pas que votre père a servi le sien. Je vous le jure. Bien. Ali prévient Haïdé que je vais aller prendre le café chez elle et que je lui demande la permission de lui présenter un de mes amis. Ah, venez, vicomte. Sois le bienvenu, ami qui vient avec monseigneur et maître. Comte, de quoi puis-je parler? Mais de tout ce que vous voudrez. Comment trouvez-vous la France, madame? Je crois que c'est un beau pays. Mais je vois la France telle qu'elle est, car je la vois avec des yeux de femme. Tandis que mon pays, que je n'ai vu qu'avec des yeux d'enfant, est toujours enveloppé d'un brouillard lumineux ou sombre, selon que mes yeux le font, une douce patrie ou un lieu d'amère souffrance. Rien ne compose le fond de l'âme comme les premiers souvenirs. Et j'avais 4 ans quand le destin a frappé cruellement. 4 ans? Si jeune? 4 ans, oui. Quand un soir, je fus réveillée par ma mère. Nous étions au palais de Janina. Ses yeux étaient pleins de larmes.
Elle m'emporta sans rien dire. Nous descendîmes un large escalier. Devant nous, toutes les femmes de ma mère portaient des coffres, des sachets, des bijoux. Derrière venait une garde de 20 hommes armés. « Qu'on se hâte », dit la voix de mon père. Il marchait le dernier, appuyé sur son favori, Selim, et nous poussait devant lui comme un troupeau éperdu. Mon père était un homme illustre que l'Europe a connu sous le nom d'Ali Tebelin, pacha de Janina, et devant lequel la Turquie a tremblé. Oui, je sais. Enfin, je l'ai entendu dire. Bientôt, nous arrivâmes au bord d'un lac, au milieu duquel se dressait un kiosque. C'est là que nous nous rendions. Nous descendîmes dans une barque. Je ne compris pas pourquoi mon père fuyait, lui le Tout-Puissant. J'ai su depuis que la garnison du château de Janina, fatiguée d'un long service, avait traité avec le séraskier Kourchid, envoyé par le sultan pour s'emparer de mon père. C'était alors que mon père avait pris la résolution de se retirer après avoir envoyé au sultan un officier français en qui il avait toute confiance. Ah. Et cet officier, vous rappelez-vous son nom? Non. Mais peut-être plus tard me le rappellerai-je. Nous voguions donc vers le kiosque. Au-dessous du rez-de-chaussée était un souterrain, vaste caverne, où l'on nous conduisit. 60 000 bourses et 200 tonneaux gisaient là. Dans les bourses, il y avait 25 millions en or, et dans les barils, 30 000 livres de poudre. Près de ces barils se tenait Selim, le favori. Il avait l'ordre de tout faire sauter au premier signe. Continue, Haïdé. Je ne pourrais pas dire combien de temps nous restâmes là. À cette époque, j'ignorais encore ce qu'était le temps. Un jour, mon père nous envoya chercher. « Vassiliki, dit-il à ma mère, aujourd'hui tout sera fini, car nous allons connaître la volonté du maître. Si la grâce est entière, nous retournerons triomphants à Janina. Si la nouvelle est mauvaise, nous fuirons. » « Mais s'il ne nous laisse pas fuir, demanda ma mère. Selim et sa torche allumée me répondent d'eux. Tout à coup, je vis la main de mon père trembler. Une barque, murmura-t-il. 2, 4. Dans une demi-heure, nous saurons la réponse du sublime empereur. Retire-toi dans le souterrain avec Haïdé. 20 guerriers palicares entouraient mon père quand je le quittais. Dans le souterrain, Selim était à son poste. Selim demanda à ma mère quel est l'ordre du maître. S'il m'envoie son poignard, c'est que le sultan refuse la grâce et je mets le feu. S'il m'envoie son anneau, c'est le pardon et je livre la poudrière. Pauvre princesse. Soudain, nous entendîmes de grands cris, des cris de joie, et aussi le nom du Français qui avait été envoyé à Constantinople et rapportait une réponse favorable. Et vous ne vous rappelez pas de ce nom? Je ne me rappelle pas. Des pas retentirent. On descendait les marches du souterrain. Selim apprêta sa torche. Une ombre apparut à l'entrée. « Qui es-tu » cria Selim. « Gloire au sultan » dit l'ombre. « Toute grâce est accordée. » Ma mère me serra contre son cœur. Nos yeux reconnurent enfin l'envoyé. C'était un ami. Mais Selim ne savait qu'obéir. « Si tu viens au nom d'Ali, tu sais ce que tu dois me remettre, dit-il. »« Oui, » répondit l'envoyé. « Son anneau. Le voici. » Mais il était trop loin. « Je ne vois pas bien ce que tu tiens, dit encore Selim. Dépose l'objet où tu es sous ce rayon de lumière et éloigne-toi. »« Soit, » dit le messager qui obéit. Selim, alors, s'avança et ramassa le signe. « C'est l'anneau du maître, dit-il. » Et il éteignit sa torche. Le messager poussa un cri de joie et frappa dans ses mains. À ce signal, 4 soldats du séraskier accoururent et Selim tomba, percé de 5 coups de poignard. Chacun avait donné le sien. Quelle traîtrise. Oui. Parlez, parlez, madame.
Ma mère, qui me tenait toujours dans ses bras, prit la fuite et par un escalier dérobé, tenta de rejoindre mon père. Le tumulte était effrayant. Nous entendîmes le pacha qui criait « Que voulez-vous » et une voix lui répondre « Le sultan demande ta tête ». Par les interstices d'une paroi de planche, je pus apercevoir mon père et ses guerriers autour de lui, tirant sans discontinuer. Oh, qu'il était beau, qu'il était grand, le vizir Ali Tebelin, au milieu des balles, le cimeterre au poing, le visage noir de poudre. Et il criait « Selim, gardien du feu, fais ton devoir !» « Selim est mort, répondit une voix, et toi tu es perdu. » Et en même temps, une détonation sourde se fit entendre, et le plancher vola en éclats tout autour de mon père. Les autres tiraient à travers le parquet. 3 ou 4 guerriers tombèrent. Mon père rugit. La fusillade devint assourdissante. Le feu prit aux tentures. Au milieu de cet affreux tumulte, 2 coups plus distincts, 2 cris plus déchirants me glacèrent d'horreur. Mon père venait d'être frappé à mort. Je me sentis rouler à terre. C'était ma mère qui venait de s'évanouir. Repose-toi, cher enfant. Et reprends courage en pensant qu'il y a un Dieu qui punit les traîtres. Voilà une épouvantable histoire. Et je me reproche d'avoir été si cruellement indiscret. Non, ce n'est rien. Haïdé est une femme courageuse. Et elle a quelquefois trouvé du soulagement dans le récit de ses douleurs. Parce que, monseigneur, mes douleurs me rappellent tes bienfaits. Quand ma mère reprit ses sens, nous étions devant le Séraskier. Tuez-moi, dit-elle, mais épargnez l'honneur de la veuve d'Ali. Ce n'est point à moi qu'il faut adresser, dit Khurshid, mais à ton nouveau maître. Et il nous montra un de ceux qui avaient le plus contribué à la mort de mon père. Le traître. Et vous devîntes la propriété de cet homme? Non, il n'osa pas nous garder. Il nous vendit à des marchands d'esclaves qui allaient à Constantinople. Ma mère mourut en route. Et moi, je fus menée au bazar. Un riche Arménien m'acheta, me fit instruire, me donna des maîtres. Et quand j'eus 13 ans, me vendit au sultan Mahmoud. Auquel je l'ai racheté, comme je vous l'ai dit, vicomte, pour cette émeraude, pareille à celle où je mets mes pastilles de hashish. Ah, que tu es beau. Tu es grand, monseigneur. Et je suis bien heureuse de t'appartenir. Achevez donc votre tasse de café, vicomte. L'histoire est finie. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel. Aujourd'hui, 27e épisode, Le Pacha de Janina. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini. Albert de Morcerf, Richard Leduc. Franz d'Épinay, Jean-Pierre Leroux. Le baron Danglars, Alain Mottet. La baronne Danglars, Claire Morier. Eugénie Danglars, Juliette Berthaud. Haïdé, Catherine Vichniakov. Château Renaud, François Marié. Un domestique, Yves Ferry. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne. Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Duprier et Serge Martel.
avec Pierre Santini dans le rôle d'Edmond Dantès. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Aujourd'hui, 28e épisode, La maison de la mort. Le vieux Noirtier de Villefort, bien que paralysé et muet, a réussi à rendre impossible le mariage de sa petite-fille Valentine avec le baron Franz d'Épinay. Il a, en effet, révélé qu'il avait, en 1815, tué en duel le père du jeune homme, le général Quesnel. De son côté, Albert de Morcerf se montre satisfait d'être supplanté chez les Danglars par celui qu'il croit être le prince Andrea Cavalcanti. Il est vrai qu'Albert n'était guère amoureux de la belle Eugénie, dont le père banquier continue de subir depuis quelque temps de sévères et mystérieux échecs financiers. Enfin, au cours d'une visite chez le comte de Monte Cristo, Albert a fait la connaissance d'Haïdée, la protégée du comte. La jeune fille lui a raconté comment son père, Pacha de Janina, a autrefois été trahi par un officier français dont elle ne semble plus se souvenir du nom et qui s'est emparé de sa fortune. Nous sommes le 27 juin 1838. Monsieur Noirtier, je n'ai pas besoin de vous apprendre que le mariage de Valentine est rompu, puisque cette rupture a eu lieu ici. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que moi, sa belle-mère, j'ai toujours été opposée à ce mariage. Et je viens vous prier, monsieur, comme la seule qui en ait le droit, car je suis la seule à qui il n'en reviendra rien, de rendre votre fortune à votre petite-fille. Puis-je espérer que vos intentions étaient en harmonie avec la prière que je venais vous faire? Oui? Ah, en ce cas, monsieur, je me retire à la fois reconnaissante et heureuse. Monsieur Noirtier de Villefort, il en sera fait selon votre désir. Le précédent testament sera détruit et un nouveau testament sera rédigé par mes soins indiquant que vous laissez toute votre fortune à votre petite-fille, mademoiselle Valentine de Villefort, à la condition qu'on ne la sépare pas de vous. Vous aurez les documents ce soir même. Savez-vous bien, l'ami, que cette petite Valentine de Villefort, en dépit de ce mariage rompu avec le baron Franz d'Épinay, demeure un fort beau parti, et même plus que jamais, pensait-on. Héritière du marquis et de la marquise de Saint-Méran, à présent qu'elle est rentrée dans les bonnes grâces de son grand-père Noirtier, elle aura un jour près de 300 000 livres de rente. Baron, depuis longtemps, nous tournons autour de nos paroles d'autrefois. Quelles paroles, monsieur le comte? Oh, vous êtes formaliste, mon cher monsieur. Et vous me rappelez que le cérémonial doit se faire selon les rites. Bon, très bien. Pardonnez-moi, je n'ai qu'un fils. Et c'est la première fois que je songe à le marier. J'en suis encore à mon apprentissage. Et alors, monsieur le baron, j'ai l'honneur de vous demander la main de mademoiselle Eugénie Danglars, votre fille, pour mon fils, le vicomte Albert de Morcerf. Monsieur le comte, avant de vous répondre, j'aurais besoin de réfléchir. De réfléchir? Mais voilà 8 ans que nous avons causé de ce mariage pour la première fois. Depuis quelques jours, de nouvelles circonstances. Pardon, permettez. Vous avez vu monsieur de Monte Cristo et vous lui avez dit que je semblais oublieux à l'endroit de ce mariage. C'est vrai.
Avez-vous sitôt changé d'avis? Ou n'avez-vous provoqué ma demande que pour vous donner le plaisir de m'humilier? La bonne raison est difficile à donner. Disons que je suspends ma résolution. Vous n'avez pas la prétention, je suppose, de croire que je souscrive à vos caprices au point d'attendre tranquillement le retour de vos bonnes grâces. Si vous ne pouvez attendre, regardons nos projets comme non avenus. Oh, voyons, mon cher Danglars. Nous nous connaissons depuis de longues années. Alors, vous me devez une explication. Est-ce contre Madame de Morcerf que vous avez quelque chose? Est-ce ma fortune qui n'est pas suffisante? Sont-ce mes opinions contraires aux vôtres? Rien de tout cela, monsieur. Non, ne cherchez plus. Prenons le terme moyen du délai, qui n'est ni une rupture ni un engagement. Rien ne presse, mon Dieu. Pendant notre halte, le temps marchera, il amènera les événements. Les choses qui paraissent obscures la veille sont parfois trop claires le lendemain. Parfois, ainsi en un jour, tombent les plus cruelles calomnies. Des calomnies? On me calomnie, moi? Comte, ne nous expliquons pas, vous dis-je. Alors il me faudra donc subir ce refus. Pénible surtout pour moi. Un mariage manqué fait toujours plus de tort à la fiancée qu'au fiancé. C'est bien, monsieur. N'en parlons plus. Pardonnez-moi de venir si tôt chez vous, mon cher comte, mais il y avait une certaine urgence. Je me bats aujourd'hui. Vous vous battez? À cause de quoi? À cause de l'honneur. Ah, ceci est sérieux. Et avec qui voulez-vous vous battre? Avec Beauchamp. Avec un de vos amis? C'est toujours avec des amis qu'on se bat. Mais que vous a-t-il fait? Il y a dans son journal hier soir un article. Tenez. Lisez. On nous écrit de Janina. Un fait jusqu'alors ignoré, ou tout au moins inédit, est parvenu à notre connaissance. Les châteaux qui défendaient la ville ont été livrés aux Turcs par un officier français, dans lequel le vizir Ali Tebelin avait mis toute sa confiance, et qui s'appelait Fernand. Mais que voyez-vous là-dedans qui vous choque? Mon père, le comte de Morcerf, s'appelle Fernand, de son nom de baptême. Ah. Et il servait Ali Pacha. C'est-à-dire qu'il combattait pour l'indépendance des Grecs. Voilà où est la calomnie. Mais mon cher vicomte, alors qui diable sait en France que l'officier Fernand est le même homme que le comte de Morcerf? Et qui s'occupe à cette heure de Janina qui a été prise en 1822 ou en 23, je crois? Voilà justement où est la perfidie. On a laissé passer là-dessus des années, puis aujourd'hui on revient sur des événements oubliés pour en faire sortir un scandale qui peut ternir une haute position. Eh bien moi, héritier du nom de mon père, je ne veux pas que sur ce nom flotte l'ombre d'un doute. Je vais envoyer à Beauchamp, dont le journal a publié cette note, 2 témoins, et il la rétractera. Mais Beauchamp ne rétractera rien, il vous répondra qu'il y avait peut-être dans l'armée grecque 50 officiers qui s'appelaient Fernand. Alors nous nous battrons, malgré cette réponse. Je veux que cela disparaisse. Mon père, un si noble soldat, une si illustre carrière. Êtes-vous inaccessible aux bons conseils? Non, quand ils viennent d'un ami. Bien. Alors, avant d'envoyer vos témoins à Beauchamp, informez-vous. Auprès de qui? Mais je ne sais pas, moi. Tenez, auprès d'Haïdé, par exemple. Mais elle est une femme à tout cela. Que peut-elle y faire? Et vous déclarez que votre père n'est pour rien dans la mort du sien. Ou vous éclairez sur ce sujet si par hasard votre père avait eu le malheur. Je vous ai déjà dit que je ne pouvais admettre une pareille supposition. Vous refusez donc ce moyen? Oui. Alors un dernier conseil. N'envoyez pas de témoin à Beauchamp. Allez le trouver vous-même. C'est contre toutes mes habitudes. Écoutez, si Beauchamp est disposé à se rétracter, il faut lui laisser le mérite de la bonne volonté. Je crois que vous avez raison. J'irai seul. Mais si j'ai un duel, me servirez-vous de témoin? Mon cher vicomte, le service que vous me demandez là sort du cercle de ceux que je puis vous rendre. Pourquoi cela? Peut-être le saurez-vous un jour. Mais en attendant, je vous demande votre indulgence pour mon secret. C'est bien. Je prendrai France et Château Renaud. Adieu, comte. Adieu.
Par ici, mon cher Albert. Qui diable vous amène? Beauchamp, c'est de votre journal que je viens vous parler. Je désire une rectification sur un fait qui porte atteinte à l'honneur d'un membre de ma famille. Oh, allons donc. Quel fait? À propos de Janina. Janina? Vous avez l'air d'ignorer de quoi il s'agit. Ah, sur mon honneur. Baptiste, un journal d'hier. Non, c'est inutile. Voici le mien. Cet article. Là. Tenez. On nous écrit de Janina. Un fait jusqu'alors ignoré, ou tout au moins inédit, est parvenu à notre connaissance. Les châteaux qui défendaient la ville ont été livrés aux Turcs par un officier français dans lequel le vizir Ali Teblin avait mis toute sa confiance et qui s'appelait Fernand. Eh bien. Vous comprenez que le fait est grave. Cet officier est donc votre parent? Oui. Bon, que puis-je faire pour vous être agréable? Rétracter ce fait. C'est toujours une chose grave qu'une rétractation. On a insulté ma famille. Non, voyons, ne nous fâchons pas, ou du moins pas encore. Quel est ce parent qu'on appelle Fernand? C'est mon père, monsieur Fernand Mondego, comte de Morcerf, un vieux militaire qui a vu 20 champs de bataille. Je conçois votre indignation, mon cher Albert, mais où voyez-vous que le Fernand du journal soit votre père? Nulle part, mais d'autres le verront. C'est pour cela que je veux que le fait soit démenti. Vous le démentirez, n'est-ce pas? Oui, quand je me serai assuré que le fait est faux. Comment? La chose vaut d'être éclaircie. Que voyez-vous donc à éclaircir dans tout cela? Si vous ne croyez pas que ce soit mon père, dites-le tout de suite. Si vous croyez que c'est lui, rendez-moi raison de cette opinion, monsieur. Monsieur, puisque monsieur il y a, si c'est pour me demander raison que vous êtes venu, il fallait le faire d'abord. Vous voulez que je démente le fait sur l'officier Fernand, fait auquel je n'ai, sur mon honneur, pris aucune part? Oui, je le veux. Sans quoi nous nous battrons? Oui. Écoutez, c'est vous, par votre démarche, qui avez attiré mon attention sur ce fait. Il subsistera donc jusqu'à ce qu'il soit démenti ou confirmé par qui de droit. Je vais donc avoir l'honneur de vous envoyer mes témoins. Et ce soir, s'il vous plaît, ou demain au plus tard, nous nous rencontrerons. Non pas. Je serai sur le terrain quand il le faudra. Nous sommes à peu près de même force à l'épée et au pistolet. Je ne veux donc pas m'exposer à vous tuer ou à être tué moi-même sans cause. Je consens à me couper la gorge avec vous, mais je veux 3 semaines. Dans 3 semaines, vous me retrouverez pour vous dire « Oui, le fait est faux, je l'efface » ou bien « Oui, le fait est vrai, et nous nous battons ». 3 semaines, mais c'est 3 siècles pendant lesquels je suis déshonoré. Si vous étiez resté mon ami, je vous aurais dit « Patience, ami ». Vous vous êtes fait mon ennemi, et je vous dis « Que m'importe à moi, monsieur ». Dans 3 semaines, soit. Mais alors, il n'y aura plus de délai qui puisse vous dispenser. Nous sommes le 28 du mois de juin, donc au 19 du mois de juillet. Bon, jusque-là, épargnons-nous les aboiements de 2 dogues enchaînés à distance. Monsieur. Ah, Maximilien, vous voilà enfin. Mais Barrois m'a dit que vous vouliez me voir d'urgence. C'est vrai. Merci, Barrois. Et prévenez-nous si quelqu'un vient. Il ne faudrait pas qu'on surprenne Monsieur Morel chez mon grand-père. Comptez sur moi, mademoiselle. Et comme vous avez chaud. Oh, c'est que j'ai bien couru. Allez, mademoiselle, en allant quérir Monsieur Morel. Mais je dois lui rendre cette justice que Monsieur Morel courait encore plus vite que moi. Vous devez avoir soif. Le fait est que je boirais volontiers un verre de la limonade de votre grand-père. Tenez, emportez la carafe. Allez boire et revenez dans un moment. Oh, merci, mademoiselle. Maximilien, mon bon papa Noirtier avait 1000 choses à vous dire que depuis 3 jours il m'a dites. J'écoute, Valentine. Mon grand-père veut quitter cette maison. Barrois s'occupe de lui trouver un appartement convenable.
Mais vous qui êtes si cher et si nécessaire à Monsieur Noirtier. Je ne le quitterai point, n'est-ce pas, bon papa? Mon appartement sera près du sien. Ou bien j'aurai le consentement de mon père pour aller habiter avec lui, ou bien il me le refusera. Dans le premier cas, je pars dès à présent. Dans le second, j'attendrai ma majorité qui arrive dans quelques mois. J'aurai alors une fortune indépendante. Une fois chez mon grand-père, vous pourrez venir me voir en présence de ce bon et digne protecteur. Et vous pourrez me demander en mariage. Je vous attendrai. Oh, qu'ai-je donc fait de bien dans ma vie pour mériter tant de bonheur, Valentine? Et jusque-là, nous respecterons les convenances, la volonté même de mon père, pourvu que cette volonté ne tente pas à nous séparer toujours. Et les sacrifices qui s'imposent, je vous jure de les accomplir, monsieur, non pas avec résignation, mais avec bonheur. Ainsi, Maximilien, plus d'imprudence. Midi. Et c'est samedi. Ce doit être le docteur d'Avrigny. Il va venir voir grand-père. Il faut que vous partiez, Maximilien. Barrois! Oui, mademoiselle. Barrois va vous reconduire, monsieur l'officier. Qui a sonné? À la voix, j'ai cru reconnaître monsieur le docteur d'Avrigny. Eh bien, qu'avez-vous, Barrois? Mademoiselle, oh, il va tomber. Oh, mon Dieu! Qu'est-ce donc? Je souffre. Je n'y vois presque plus. 1000 pointes de feu me traversent le crâne. Oh, mon Dieu. Oh, ne touchez pas. Monsieur d'Avrigny! Alain! Au secours! Mon maître. Mon maître. Partez vite, Maximilien. Par la petite porte. On va venir, il ne faut pas qu'on vous trouve ici. Attendez que je vous appelle ou que je vous écrive. Oui, vous avez raison. Que se passe-t-il? Père, c'est Barrois. Docteur, venez vite! Qu'y a-t-il? Madame, votre flacon de sel, vite. Mais dites-moi, Valentine... Oh! Barrois! Du ciel, Héloïse, où est le docteur? Mais c'est une apoplexie et une saignée le sauvera. A-t-il mangé depuis peu? Il n'a pas déjeuné, mais il a fort couru ce matin pour faire une commission dont l'avait chargé bon papa. Au retour seulement, il a pris un verre de limonade. Mais pourquoi pas du vin? C'est très mauvais, la limonade. Et la limonade était là, sous sa main, dans la carafe de grand-père. Barrois avait soif. Il a bu ce qu'il a trouvé. Madame, où est le docteur d'Avrigny? Dans la chambre d'Édouard, qui est un petit peu souffrant. Docteur! Voilà les salles. Je remonte chez moi, on va le saigner. Je ne peux pas supporter la vue du sang. Tenez, docteur, le voilà. Il faut l'allonger, là. Là, sur cette chaise longue. Et qu'on m'apporte de l'eau et de l'éther. Il doit y en avoir ici. Là. Oui, voici. Merci. Que tout le monde se retire. Moi aussi? Oui, mademoiselle, vous surtout. Ah, le voici qui revient à lui. Bon, ce n'était qu'une attaque sans importance. Comment vous sentez-vous, Barrois? Un peu mieux, monsieur. Pouvez-vous boire ce verre d'eau éthérée? Essayez. Mais ne me touchez pas. Il me semble que si vous me touchiez, l'accès me reprendrait. Voilà. Où souffrez-vous? Partout. J'éprouve d'effroyables crampes. Et j'ai des éblouissements. Et des tintements d'oreilles? Affreux. Quand cela vous a-t-il pris? Tout à l'heure. Ah. Et rien hier ni avant-hier? Rien. Ah. Et qu'avez-vous mangé aujourd'hui? Rien. J'ai bu seulement un verre de la limonade de monsieur. Où est cette limonade? Dans la carafe. À la cuisine.
Voulez-vous que j'aille la chercher, docteur? Non, non, restez et tâchez de lui faire boire le reste de ce verre d'eau. Non, j'y vais moi-même. Est-ce bien cette carafe? Oui. Et cette limonade est la même que celle que vous avez bue? Je le crois. Quel goût lui avez-vous trouvé? Un goût amer. Oui, c'est bien la même. Et vous, monsieur Noirtier, en avez-vous bu aussi de cette limonade? Oui. Et vous lui avez trouvé ce même goût amer? Ah oui. Oui. Alors, la preuve est faite. Monsieur le docteur, voilà que ça me reprend. Seigneur, ayez pitié de moi. Il faudrait pouvoir prévenir l'asphyxie, mais le moyen... Monsieur Noirtier, comment vous trouvez-vous? Bien? Oui. Et vous avez pris votre pilule comme chaque semaine? Oui. Oui. Bien. Est-ce Barrois qui a fait votre limonade? Ah oui. Barrois, avez-vous apporté la limonade à votre maître aussitôt après l'avoir faite? Non. Je l'ai laissée à l'office. On m'appelait... Qui l'a apporté ici? Mademoiselle Valentine. Oh, grand Dieu. Docteur. Oh, j'ai la gorge qui se serre. Et tout. Oh, que l'enfer. Oh, mon Dieu. Ayez pitié de moi. Eh bien, mort. Emmenons-le d'ici. Mort si vite. Oui, mais cela ne doit pas vous étonner. Monsieur et Madame de Saint-Méran sont morts tout aussi promptement. Oh, on meurt vite dans votre maison, monsieur de Villefort. Quoi, vous en revenez à cette terrible idée? Elle ne m'a pas quitté un seul instant. Et pour que vous soyez bien convaincu que je ne me trompe pas, écoutez. Écoutez bien. Il y a un poison qui tue sans presque laisser de traces. Ce poison, je le connais bien, je l'ai étudié dans tous les accidents qu'il amène, dans tous les phénomènes qu'il produit. Ce poison, je l'ai reconnu tout à l'heure chez le pauvre Barrois, comme je l'avais reconnu chez Madame de Saint-Méran. Non. Si. Le malheureux Barrois a été empoisonné avec de la fausse angostura et de la noix de Saint-Ignace. Êtes-vous certain, d'Avrigny? J'en répondrai devant les hommes et devant Dieu. La mort est dans ma maison. Dites le crime. d'Avrigny. Je crois qu'il est temps que nous agissions. Je ne me sens pas capable de porter plus longtemps de pareils secrets, sans espoir d'en faire sortir bientôt la vengeance pour la société et les victimes. Dans ma maison, vous soupçonnez quelqu'un?
Cherche à qui le crime profite, dit un axiome de jurisprudence. Mais Barrois... Croyez-vous que ce soit à ce malheureux domestique qu'on en voulait? Non, il est mort pour un autre. C'était Noirtier qui devait boire la limonade. Et d'ailleurs, il l'a bu. Barrois ne l'a bu que par accident. C'est votre père qui devait mourir. Mais alors comment se fait-il que mon père n'ait pas succombé? Je vous l'ai déjà dit. Parce que son corps est fait à l'usage de ce poison même. Et parce que la dose insignifiante pour lui était mortelle pour tout autre. Mais de cela, l'assassin n'était pas informé. Mon Dieu. Suivez la marche du criminel. Il tue le marquis et la marquise de Saint-Méran. Double héritage à recueillir. Et M. Noirtier de Villefort refait il y a 2 jours son testament. Alors de nouveau, la mort frappe. Grâce. Le médecin a une mission sacrée sur la terre. Quand le crime a été commis et que Dieu, épouvanté sans doute, détourne son regard du criminel, c'est au médecin de dire le voilà. Grâce pour ma fille. C'est vous qui l'avez nommé. Vous, son père. C'était Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Adaptation Pierre Dupriez et Serge Martel. Aujourd'hui, 28e épisode, La Maison de la Mort. Avec Edmond Dantès, alias Monte Cristo, Pierre Santini. Gérard de Villefort, André Oumanski. Héloïse de Villefort, Anne Deleuze. Maximilien Morel, Pierre Arditi. Albert de Morcerf, Richard Leduc. Le baron d'Anglars, Alain Mottet. Valentine de Villefort, Marie-Hélène Breillat. Le comte de Morcerf, Jean-François Calvé. Beauchamp, Philippe Mercier. Le docteur d'Avrigny, Pierre Olivier. Le notaire, Yves Pénaud. Le clerc, Philippe de Rèze. Barrois, Pierre Riche. Monsieur Noirtier, Louis Amiel. L'annonceur, Bernard Lavalette. Bruitage, Louis Amiel. Chef opérateur du son, Marcel Grenier. Collaboration technique, Bernard Delfieux. Régisseur de production, Anna Sibert. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.